Bonjour à tous, c'est Valentin, bienvenue sur Niap, et aujourd'hui je vous propose le deuxième épisode de cette série qui revient sur les anecdotes de tournage de ma série de documentaires sur les Traces 2. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette série de vidéos, il s'agit tout simplement d'une série de documentaires que je vais tourner en France et à l'étranger, et où je pars en quête des lieux qui apparaissent dans des bandes dessinées. L'idée c'est de pouvoir comparer le lieu réel avec la façon dont il a été dessiné par un auteur ou une autrice, et de pouvoir comparer, et c'est aussi une manière originale, je trouve, de voyager dans une ville, afin de pouvoir aussi découvrir l'histoire, l'architecture d'une ville un peu hors des sentiers battus. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est une véritable passion. Et ces épisodes que je réalise en solo, que ce soit du tournage à l'écriture, eh bien, ils ne se passent pas toujours comme prévu, que ce soit positivement ou négativement, et c'est l'occasion de vous donner un peu les coulisses de ce que je ne vous ai pas raconté, s'agissant de mes différents voyages. Et après vous avoir parlé des anecdotes sur les deux premiers voyages, qui étaient celui de Bruxelles, qui n'est jamais sorti, et de La Roche-Guyon, que j'ai été tourné sur les traces de Black et Mortimer en 2016, et qui est sorti pour sa part en 2018, aujourd'hui je vais m'intéresser à deux autres voyages, Rome, sur les traces d'une nuit à Rome, et puis Vienne, sur les traces de l'assassin qu'elle mérite. En introduction, je vous disais que ça permettait, ce type de voyage, de sortir des sentiers battus. Eh bien, ça n'a jamais été aussi vrai que pour Rome. Rome, j'ai été tourné par exemple à la fontaine de Trévi, qui est une fontaine emblématique de Rome, pour retrouver l'un des points de vue en plongée réalisé par Jim dans Une nuit à Rome. Et pour retrouver ce plan, j'ai cherché la façon dont il avait pu s'y prendre, et je suis tombé sur un rooftop, qui est donc un petit café qui est perché sur les toits au-dessous de la fontaine. J'en parle dans l'épisode, et il s'avère que Jim lui-même n'y avait jamais mis les pieds. Donc en cherchant un point de vue assez original, mais finalement qui apparaissait dans une bande dessinée, je suis tombé sur un lieu d'exception que l'auteur lui-même ne connaissait pas, et je pense que je ne serais jamais allé à cet endroit-là si je n'avais pas cherché ce point de vue précis. Et c'est vraiment tout l'intérêt de pouvoir marcher dans les traces d'un auteur, c'est de pouvoir aussi découvrir des lieux dans lesquels j'aurais jamais mis les pieds. Un autre café dans lequel je n'aurais jamais mis les pieds, c'est sûr, c'est le café aux statues, ce café emblématique que l'on voit dans ma vidéo justement. C'est un café où il y a des statues du sol au plafond, c'est un café qui est assez particulier, il y a des statues partout, mais genre vraiment partout quoi. Ça se visite, c'est aussi un musée café. C'est un lieu qui passe assez inaperçu au final d'extérieur, et j'ai eu l'occasion moi de faire des repérages en amont, et je suis passé plusieurs fois avec Street View devant. C'est vraiment, encore une fois, hors des sentiers battus, c'est entre la place du Peuple et la place d'Espagne, c'est sur le chemin, et c'est sans doute une des belles découvertes de ce voyage. L'anecdote suivante, c'est l'histoire d'une rencontre. Il faut savoir que je fais toujours donc, des plans sur les différents lieux que j'ai à tourner, et puis en parallèle, pour arriver à avoir des phases de respiration, ce que je n'avais pas vraiment dans le documentaire sur La Roche-Guyon, parce que le timing était beaucoup plus serré. Eh bien, je fais donc des plans un peu partout pour pouvoir meubler et aérer mon propos. Et à un moment, je vois un mec avec un appareil photo qui shoot des trucs à travers une porte cochère. Le mec s'en va, et je constate qu'il y a une super statue, un peu fontaine, au bout d'une sorte d'allée privée, dans un immeuble. Enfin, c'est vraiment une petite allée comme ça, et puis il y a une fontaine magnifique avec une sculpture. Et je me dis, tiens, c'est vrai que ça ferait un joli plan de coupe d'aération. Et un peu instinctivement, sans même y réfléchir vraiment, je me mets à imiter un peu mon prédécesseur, et donc je commence à faire des plans de la fontaine à travers du coup depuis la rue, avec mon appareil photo et puis un gorillapod. C'est une sorte de mini trépied flexible, et il se trouve que mon objectif c'est un objectif standard, hein, c'est un 18-55, c'est tout ce qui est le plus basique, et du coup j'ai pas une bonne profondeur de champ, j'ai pas la capacité d'avoir un zoom de folie sur la fontaine, donc je suis quand même relativement loin. Et une dame arrive, je me suis dit, je vais me faire défoncer. Et en fait, pas du tout. Elle m'a proposé du coup de me permettre de filmer davantage et plus proche la fontaine. Donc pour moi, c'était vraiment une aubaine de pouvoir avoir un plan qui serait de meilleure qualité. Donc j'étais vraiment ravi. Je lui explique la démarche parce que je comprends très vite qu'elle me prend pour un photographe de voyage. Ce qui n'est pas du tout mon cas, hein. Je suis ni professionnel ni photographe de voyage. Et donc, je fais mon petit tournage de fontaine, et donc elle me propose de visiter sa villa, une villa qu'elle met en location pour les vacances. Moi, il se trouve que je ne suis pas photographe professionnel, ni de voyage d'ailleurs. Je suis assez transparent là-dessus. Mais pour le coup, bon, elle me fait visiter quand même
au cas où ça pourrait m'intéresser, ça pourrait intéresser des amis, etc. Et donc elle me fait visiter une villa. C'est complètement surréaliste, donc je fais cette rapide visite, très très rapide, puis ensuite je retourne dans la rue et je continue mon documentaire. Petite parenthèse un peu originale, sans doute facilitée aussi par le fait que je fais des voyages solo, et donc les gens sont souvent amenés à m'interpeller, à essayer de comprendre un peu ce que je fais, pourquoi j'ai un trépied, pourquoi j'ai un appareil photo. Ça interpelle beaucoup, et à plusieurs reprises on m'a pris pour un professionnel entre guillemets parce que j'avais un GorillaPod. Et j'ai découvert à ce moment-là que le fait d'avoir un trépied ou un stabilisateur, ça ouvre des portes. Et j'en ai été le premier surpris. L'anecdote suivante, elle s'est passée dans le jardin autour de la maison des chouettes. Alors, la maison des chouettes, c'est une maison particulière puisqu'il s'est rempli de vitraux, de magnifiques vitraux. Hein. C'est des vitraux... c'est comme une maison un peu à la Hansel Gretel qui est au milieu d'un parc. Et moi, j'y suis allé parce que je suis fan du travail d'Axolot, qui est donc un vidéaste qui, lui, va en quête des lieux un peu insolites autour du monde. Et j'avais déjà eu l'occasion de marcher dans ses traces à New York. Et là, j'ai été à Rome et il avait fait une vidéo sur Rome et je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion. Donc c'est des moments que je filme pas. Hein. Je fais donc sur les traces de bande dessinée, je fais sur les traces de films. Cette partie-là, je ne filme pas parce que je vois pas l'intérêt. Je vais aussi, du coup, sur les traces d'Axolot. Ça, c'est plus pour ma connaissance perso parce qu'il propose des choses touristiques intéressantes. Et en l'occurrence, j'ai eu à cœur d'aller dans cette fameuse maison des chouettes, qui est un endroit magnifique. Et comme vous le savez, je fais des plans de coupe, donc je pose mon trépied, et puis j'essaye de faire un peu de vie dans mon documentaire. J'ai assez peu l'occasion de le faire, donc je pose mon trépied, je passe devant la caméra un peu pour mettre en situation, l'idée étant d'avoir quelque chose d'un peu vivant. Ce que je fais rarement parce que j'ai toujours peur de me faire voler mon matériel. Et puis je vais acheter un billet pour la maison des chouettes, et je vais visiter cette fameuse maison des chouettes, maison des vitraux. Je mets mes affaires dans un casier, donc pratique, je suis serein du coup, et puis ensuite, je fais ma visite. Et à un moment, je me dis, tiens, je sortirais bien mon appareil photo pour faire quelques photos de ces vitraux magnifiques. Et là, pas de téléphone. Donc, je m'inquiète pas vraiment, puisque je me dis, bon, il est au casier, donc je redescends au casier, c'était possible, pour vérifier que mon téléphone ne s'y trouvait pas. Je fouille mes affaires et là, pas de téléphone. Et là, la pression commence à monter parce que je me rends compte que j'ai plus de téléphone, je suis dans une ville inconnue, je parle pas la langue locale, alors je parle anglais mais je parle pas italien. Mon GPS est sur le téléphone, ma capacité aussi à pouvoir échanger avec Jim pour demander des informations complémentaires, ça passe par Messenger, le téléphone, les mails et autres, j'ai plus ça. Et donc je me dis, bon, j'arriverai potentiellement à m'en sortir. J'ai une carte, j'ai du papier, j'ai des trucs pour m'en sortir. Mais ça compromettrait potentiellement le tournage, ce qui pour moi est vraiment une tristesse de me dire le tournage pourrait s'arrêter maintenant. Du coup je me dis, on va pas paniquer, de toute façon je suis le seul à pouvoir me sortir de cette situation un peu particulière. Je vais refaire tous les spots sur lesquels je me suis arrêté précédemment pour essayer de me dire, peut-être que j'ai posé mon téléphone négligemment sur la pelouse, j'ai fait mes plans, et puis du coup j'essaie de faire tous les spots. Et là je me rends compte que en l'espace d'une demi-heure, il y a de plus en plus de monde dans ce parc qui était quasi vide quelques dizaines de minutes avant. Et donc je me dis, bon, là c'est sûr, si j'ai oublié mon téléphone à côté d'un bosquet, dans un passage et autres, le téléphone, je ne le retrouverai jamais. Et donc là, c'est un peu la panique, mais encore une fois, j'essaie de me dire, de toute façon, paniquer va rien arranger, puisque de toute façon, le téléphone, il est perdu. Donc j'avais dit au monsieur de la maison des chouettes, écoutez, j'ai perdu mon téléphone, je fais un aller-retour pour voir s'il n'est pas dans le parc, puis je reviens ensuite. Donc ça, c'était vraiment cool de pouvoir ensuite refaire la visite sans repayer à nouveau. Et finalement, j'ai une illumination, je me dis, je vais aller au guichet, la billetterie de la maison des chouettes, et je me dis peut-être que quelqu'un aura ramené mon téléphone. Donc là, il faut être naïf, puissance 10 000. Hein. Je me dis peut-être que quelqu'un aura ramené le téléphone. Et du coup, je m'adresse à l'accueil, je dis voilà, j'ai tel téléphone, je suis passé là tout à l'heure, il se trouve que j'ai perdu mon téléphone entre là où j'étais certain de l'avoir et la maison des chouettes. Est-ce que quelqu'un ne vous l'aurait pas ramené? Et si quelqu'un vous le ramène, est-ce que vous pourriez du coup me le signaler? Je repasserai tout à l'heure après, machin. Et ils me disent, bah si, en fait, vous l'avez oublié sur le comptoir. Bon, ça se termine bien, puisque du coup, j'ai récupéré ce fichu téléphone et j'ai pu continuer ma visite. Mais sur le moment, j'ai eu un petit peu peur. L'anecdote suivante, c'est aussi une anecdote, on va dire, un moment négatif du voyage, entre guillemets. C'est sur le tournage des deux coupoles, donc des deux maris.
2 coupoles qui sont distantes d'une centaine de mètres, qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, qui ont été construites à 2 siècles d'écart, et qui apparaissent surtout, c'est ça le plus important pour moi, sur l'une des couvertures de la saga que j'étais venu couvrir à Rome. Et au moment où je fais un plan en contre-plongée, donc je m'étais positionné sur un muret avec le petit trépied, et un mec m'approche et commence à m'aborder. Ça arrive régulièrement, je vous l'ai dit, quand vous êtes seul en voyage, on vient tout le temps vous parler, spontanément les gens ont envie de discuter, et là je me rends compte que non, contrairement à d'habitude, il parle français, mais c'est pas un français, en fait c'est un local pour le coup, et il commence à vouloir me dire, c'est un vendeur à la soviétique, il commence à vouloir me vendre des trucs, je dis non, pas de sous, enfin voilà, machin, je veux rien, je fais mes affaires, me dérangez pas, je fais voilà. Et puis là, j'étais vraiment concentré sur mon truc, je me suis dit, il va se barrer, et en fait là, il m'accroche un bracelet, un peu artisanal au poignet, là je sens le truc arriver, je sens la pression qui monte, et je me dis, lui, il va pas me lâcher. Je continue mon plan, il commence à me raconter sa vie, il parle français, moi aussi, du coup, il trouve ce moyen-là pour, on va dire, se rapprocher de moi, et il commençait à me dire ce qu'il fait, machin, il vend des trucs sur la place, à des touristes et tout. Et je dis, moi je suis pas intéressé, je fais mes affaires, voilà, laissez-moi tranquille, machin. Le mec se barre, et il me laisse ce petit bracelet. Et naïvement, l'espace d'un instant, je me dis, ça y est, c'est fini, je vais être tranquille, je vais pouvoir continuer mon truc, et en fait, non, il revient, et il commence à vouloir me demander de la thune. Je lui dis non, j'ai pas de thune, j'ai uniquement une carte bancaire, j'ai pas de billets, j'ai rien du tout, et il me croit pas, et il commence à devenir un peu virulent, et il commence à me dire non, montre-moi ta carte bancaire, je suis sûr que t'as de l'argent, machin. Je fais non, j'ai pas d'argent, je suis venu pour un truc spécifique qui est un tournage, j'ai pas d'argent sur moi, c'était pas l'objectif, j'ai une carte bancaire, ça suffit amplement, et il me croit pas, et il veut que je sorte ma carte bancaire. À ce moment-là, je suis en situation de vulnérabilité, puisque j'ai du matériel qui, même s'il n'est pas très important, est relativement lourd. Je suis concentré sur mes réglages et je ne peux pas à la fois sécuriser ma carte bancaire, mon appareil photo. Enfin, à un moment, si je me concentre sur l'un, il va me piquer l'autre et autres. Donc, je ne bouge pas et j'attends qu'il se lasse. Et au final, il s'est lassé assez vite. Enfin, assez vite. Cette affaire, ça a dû durer une dizaine, quinzaine de minutes, beaucoup trop long pour moi d'ailleurs. Et il a fini par partir, me permettant de terminer mes plans. Et pour finir cette anecdote, les plans que j'ai réalisés à ce moment-là sur les 2 coupoles, eh bien, ils n'ont même pas servi au montage puisque je les ai évincés au profit d'autres. Et il faut savoir d'ailleurs que 80% de ce que je tourne sur place part à la poubelle au profit d'autres plans. Je préfère en tourner toujours plus que pas assez, hein, comme Black & Mortimer, ce qui permet d'être dans un rythme un peu plus light, un peu plus souple, et d'avoir des espaces d'aération, ce qui n'est pas toujours le cas sur l'ensemble des vidéos que j'ai pu réaliser. Il faut savoir que le petit ponton que j'utilise pour mes plans de conclusion dans l'épisode sur Rome, eh bien ce ponton, il était situé en bord du Tibre, donc c'est l'équivalent de la Seine à Rome, sauf que ce n'était pas du tout entretenu, et que ce petit ponton, en fait, il était vermoulu, et sur les bords du Tibre, c'est tellement pas entretenu qu'il y a des plantes qui font 1 mètre facile, c'est complètement en friche, et clairement, le petit ponton, j'ai pris des risques parce que j'aurais pu passer au travers, mais le plan était pas mal, j'étais content de ce petit plan nocturne sur Rome avant du coup de repartir sur de nouvelles aventures. Et on en vient du coup à l'épisode sur Vienne, qui est un épisode un peu particulier, puisque c'était un épisode bonus. Bonus parce que je l'ai tourné en marge du tournage de Prague, qui était un gros tournage pour le coup, et je voulais me reposer en Autriche, et puis finalement je me suis dit, bah, quitte à aller en Autriche, autant faire un épisode. Et donc bah, je me suis retrouvé à faire un épisode sur Vienne, qui n'était pas du tout prévu au programme, et finalement qui, vous l'avez vu, fait quasiment la même taille qu'un épisode normal. Donc je me suis rajouté du boulot, alors que j'y étais parti pour me reposer. Donc concrètement, je suis parti de France, j'ai fait Prague, et ensuite de Prague j'ai fait Vienne, et du coup, à l'aéroport de Prague pour partir à Vienne, il m'arrive toujours un problème en douane, et là, ça n'a pas manqué. J'ai mis mes affaires dans un petit bac en plastique gris, standard, truc qui passe au rayon X là. Ils ont passé mes affaires au rayon X. Pour le coup, ça n'a pas bipé, alors qu'à chaque fois il y a un problème. Le bac a continué sa route, et puis au moment de sortir, je vois mon billet d'embarquement qu'ils avaient calé avec mes affaires, puisque c'était un peu la procédure. Ça fait... et c'est aspiré par les petits rondins du tapis roulant. La difficulté, c'est qu'il n'y avait pas d'accès facilité au-dessous des tapis roulants, puisqu'il y avait un coffrage en métal, et donc, à cause de cette mauvaise position, déjà je vois l'agent qui est en face de moi qui rigole un peu nerveusement, qui sourit. C'était aussi donc sa responsabilité, puisque c'était lui
qui avait mis ce billet à cet endroit-là. Et donc, ils ont été obligés d'interrompre tout le process de cette ligne-là de vérification des bagages pour démonter leur machine, récupérer mon billet et ensuite me le restituer. Et ça a pris aussi 10 minutes parce que ils ont dû interrompre vraiment toute la ligne de vérification des bagages. Le tournage de Vienne, il a été aussi très fastidieux en aval de ce tournage puisque, vous l'avez vu, j'ai eu à chaque fois des cartes en introduction. Il faut savoir que cette mode des cartes, finalement, je ne l'ai formalisé qu'à partir de l'épisode sur Rome. Je l'avais fait au départ sur l'épisode sur Black et Mortimer. Je pensais faire chaque épisode avec une introduction différente qui collait à la bande dessinée. Au final, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop ambitieux pour le budget que j'avais à date pour ces épisodes-là. Et donc, j'ai finalement décidé que le meilleur compromis pour présenter au mieux le contexte des bandes dessinées que j'allais aborder dans mes épisodes, c'était l'histoire des cartes au départ. Et le problème, c'est qu'il y a eu le Covid. Donc, je n'avais pas anticipé d'acheter ces cartes, que ce soit Vienne, que ce soit Rome, que ce soit Prague. Et donc, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que il n'y a eu plus du tout de cartes de Prague et de Vienne, les épisodes qui me restaient à tourner, au moment où j'en ai eu besoin. Donc, j'ai fait toutes les recherches possibles dans les librairies. Malheureusement, en Ile-de-France, il n'y avait rien du tout. Et les cartes papier, ça n'existe quasiment plus. Ou alors, elles sont sur une sorte de papier plastique par-dessus, ce qui fait que c'est très bien pour pas les mouiller en voyage. Par contre, quand on doit filmer avec une lumière, une carte, c'est juste une horreur, puisque du coup, il y a des reflets. Donc, c'était juste pas possible. Et puis surtout, je cherchais une carte qui faisait un grand format, puisque mon objectif à moi, c'est de les mettre au mur et de reproduire un peu l'esthétique que je retrouvais dans Faites entrer l'accusé, Non élucidé, enfin toute cette esthétique d'enquête, de recherche, d'investigation, avec des petits fils de bolduc rouge que je patafixe au mur. Enfin, ça met vraiment une mise en situation de la BD. Et ça, pour une carte de Vienne, ça m'a pris plus de 6 mois parce qu'aucune des librairies n'en avait. J'ai contacté tous les fournisseurs de cartes possibles en Europe. Alors soit c'était des trucs sur mesure qui coûtaient 300 €, c'était beaucoup trop cher, soit pour le coup c'était des timbres-poste, leurs cartes ça n'allait pas du tout. J'ai finalement, après avoir vraiment écumé toutes les marques de les grandes librairies, les trucs d'occasion, tous les trucs possibles, tous les lieux possibles à Paris, je suis tombé sur un libraire spécialisé dans le voyage qui m'a permis de me procurer cette fameuse carte pour mon épisode. Mais entre le moment où j'ai commandé cette carte, c'est-à-dire au mois d'août 2020, et le moment où je l'ai reçue, c'est-à-dire en novembre-décembre 2020, j'ai perdu 6 mois. Et ces 6 mois-là, ils ont été nécessairement impactés sur l'épisode. Et ça, c'est sans doute aussi lié à peut-être un manque d'anticipation. Mais à l'époque, je ne pouvais pas savoir et anticiper cette pandémie. Et voilà la conséquence que ça a eu sur le timing de l'épisode. Je l'expliquais dans le premier épisode des anecdotes de tournage de cette série de documentaires sur les Traces 2. Mais typiquement, quand je dis un truc à l'oral dans un épisode, ça veut dire que j'ai fait des recherches très approfondies et ce que je délivre à l'oral en vidéo, c'est vraiment le jus de ce que j'ai essoré de mes recherches personnelles. Donc j'en connais toujours plus que ce que j'en donne. Et notamment, par exemple, quand je parle en introduction de l'épisode sur Vienne du livre de Joris Karl Huysmans, À rebours, ce livre qui fait à peu près 200 pages, je me le suis lu en intégralité. Autant vous le dire, c'était pour des besoins de ne pas dire de bêtises, de ne pas manquer d'informations, d'avoir vraiment toute la matière et tout le recul nécessaire sur l'œuvre pour pouvoir savoir si c'était important ou pas. D'ailleurs, le propos a été drastiquement réduit entre la V1 et la V2 du script. Et ce livre-là, pour être complètement transparent, c'est une purge. Le préambule du bouquin, l'auteur explique qu'il a voulu réinventer un style, changer la façon dont on écrivait les bouquins, s'inscrire en rupture par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Autant le dire, c'est chiant à mourir le bouquin. D'ailleurs, sur la fiche Wikipédia, il y a marqué que la particularité de ce bouquin en particulier, c'est qu'il ne s'y passe quasiment rien. En fait, c'est un mec qui raconte sa vie, un mec blasé qui raconte sa vie pendant 200 pages. C'est une purge, vraiment, c'est vraiment une catastrophe. Et l'épisode sur Vienne, ça me permet aussi de vous parler d'une autre thématique que je n'ai pas encore évoquée jusqu'à présent, la sélection des lieux que je traite dans mes épisodes. Alors il faut savoir qu'il y a toujours une flopée de lieux possibles, et puis il y a des lieux dont le background n'est pas suffisant ou n'est pas intéressant à mon sens, et donc je les écarte. Mais après, dans la sélection des lieux que j'ai pu choisir,
il y a aussi le fait que concrètement sur le terrain, il y en a qui sont en restauration, et ça, je ne peux pas l'anticiper. Ce qui fait qu'il y a des lieux, par exemple à Vienne, le tribunal et le parlement ont été switchés dans la BD, mais je n'en parle pas du tout dans l'épisode, alors que ça pourrait avoir un intérêt dans ma vidéo, mais tout simplement parce que le parlement en question, il avait des balustrades, enfin des échafaudages, et puis des palissades tout autour, et donc j'aurais rien pu en tirer. Et donc typiquement, il y a des lieux que j'évacue parce qu'ils sont en travaux en restauration, et que ça fait partie du jeu de ne pas les avoir dans l'épisode. Je pourrais bien sûr me contenter de voyager par Street View, mais ça serait sans doute un peu trop facile, et puis pour moi c'est aussi une immersion dans une bande dessinée. Et ça sur Street View, très utile pour les repérages, hein. C'est très bien, mais j'ai besoin moi de ressentir les lieux, de vivre le lieu, et donc d'aller sur place. Et je pense que ça serait pas pareil, ça serait forcément beaucoup plus facile à faire, mais ça serait pas pareil que de rester à distance du lieu et de faire ça chez moi tout seul. Donc du coup, l'idée c'est vraiment de m'immerger dans le lieu, et donc c'est aussi, les lieux c'est des lieux qui sont vivants, et fatalement il y a des lieux qui disparaissent, qui apparaissent, qui changent, qui bougent, et ça fait partie aussi de l'épisode que de témoigner de ça. Voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode des anecdotes de tournage de ma série de documentaires sur les Traces 2. J'aurai l'occasion d'y revenir davantage pour vous parler des autres lieux et des autres destinations que j'ai eu l'occasion de faire. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Allez, bye!